Ce sont deux amis qui ne se sont pas vus depuis des années et qui se croisent. Alors l'un dit à l'autre « Oh, dis donc, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vus. Et en un mot, comment ça va ?» Et l'autre dit « Bien. » Et en deux mots, « Pas bien. » Moi, je ne suis pas du tout un photographe d'icônes, même si j'ai des photographies iconiques, mais j'aurais pu en choisir une parmi celles-là, de Tiananmen, de Naples, de Chine. Finalement, j'ai choisi de vous montrer une image qui n'est pas la meilleure que j'ai jamais faite. Enfin, en termes de photographie, elle est très simple, très frontale, pas complexe au niveau de la composition, mais elle est extrêmement importante pour moi. Elle est même essentielle, parce qu'en fait, c'est une bonne image. Et c'est celle de mon père, que j'ai prise après avoir réalisé mon court-métrage, enfin à la fin des prises de vue de court-métrage. Ça s'appelle « La mémoire de mon père », et parce qu'en fait mon père ne nous avait jamais raconté son histoire. Donc, et celle de sa famille, on savait vraiment des bribes de cette histoire, notamment que ses parents, donc mes grands-parents, avaient été déportés en tant que juifs à Auschwitz et on avait été assassinés là-bas, mais on n'avait rien d'autre. Et j'ai fait ce film pour essayer de comprendre et d'avoir un peu le récit de cette histoire dramatique qui était quand même un peu la mienne. Et en fait, c'est grâce à ce film, à cette caméra, qu'on a réussi à briser le silence qu'il y avait aussi entre nous. Et j'avais fait des photos avant pour mon premier livre, En quête d'identité, de lui, et elles n'étaient pas bonnes. Donc je ne les avais pas mises dans le livre. Et c'est après avoir fait ce livre que je me suis dit, mais si les photos n'étaient pas bonnes, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas de complicité vraiment entre nous. On ne se connaissait pas, enfin moi je ne connaissais pas assez mon père, et il ne s'était pas livré à moi. Et peut-être que je n'avais pas su lui poser les questions qu'il fallait à l'époque. Et les photos n'étaient pas bonnes. Et à la fin de ce film, une fois qu'il m'a parlé, une fois qu'il a révélé des choses, j'ai fait une photo, j'ai fait un portrait de lui, en face comme ça, et là je trouve qu'il y a de l'émotion, il y a une proximité, il y a eu un échange, et je trouve qu'on sent tout ça, qui est à mon avis fondamental dans le rapport qu'on a entre un photographe et son modèle. Donc voilà, c'est dans mon livre Voyage de mémoire, hein, le dernier que j'ai fait, et c'est cette photo-là. Voilà. Évidemment, c'est une image assez simple, mais elle est essentielle. Voilà. Ça fait à peu près 50 ans que je suis photographe. Donc moi, tout le long de ma carrière, j'ai essayé quand même plein de choses, des formats d'appareils photo différents, parce que forcément, ça change le point de vue, le cadrage et tout. Et puis, j'ai essayé le noir et blanc beaucoup, parce que j'ai commencé comme photographe noir et blanc pendant plusieurs décennies. Je suis passé à la couleur, et puis j'ai entrechoqué même les deux visions, les deux regards, noir et blanc, couleur. J'écris aussi, donc j'ai beaucoup travaillé sur cette réflexion de l'écrit sur l'image. Et puis, je suis passé aussi au cinéma. Hein, j'ai fait des documentaires toujours autour de la photographie et en général autour d'un travail que j'ai moi-même réalisé des années et quelquefois des décennies avant. Hein, je reviens sur le même thème et sur le même endroit, au même endroit, et des fois, je cherche les gens que j'ai déjà photographiés. Donc, moi, j'aime bien cette idée d'aller-retour, déjà entre l'image fixe et l'image animée, parce que, en fait, la photographie seule ne me suffit pas, enfin, en tout cas, au bout d'un moment. Ça ne m'a pas suffi. J'ai beaucoup aimé ses limites, parce que la photographie a des limites.
Mais j'ai ressenti le besoin à partir de, en gros, 1995, où j'ai fait mon premier court-métrage sur mon père, où j'ai eu besoin, là, de passer à l'image animée, et surtout, d'ailleurs, je dirais, avoir le son, hein, pour enregistrer, pour rapporter, pour enregistrer en fait la parole des autres et ma propre parole aussi. J'aime aussi l'aller-retour entre le monde extérieur, donc les autres, les voyages, les autres cultures, et le monde intérieur. Donc moi j'ai beaucoup finalement alterné et confronté un peu ces deux visions avec toujours quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé en photographie. Il n'y a pas évidemment que dans la photographie que ça se passe, mais en photographie j'ai bien aimé laisser mon inconscient en fait intervenir. Et là, je dirais que moi, j'ai deux casquettes. Je suis à la fois journaliste et artiste. Quand on me demande, certains disent je suis artiste ou je suis photojournaliste. Moi, je suis les deux, mais jamais au même moment. Quand je fais des travaux personnels, je suis artiste, voilà. Et encore que à l'intérieur de ce travail, j'utilise en tout cas souvent l'outil journalistique pour arriver aux informations qui m'intéressent. Mais quand je travaille pour la presse, ou je travaille ou en commande, etc., là, je suis plutôt journaliste. En tant qu'artiste, j'ai vraiment aimé me laisser aller, me laisser attirer par des lumières, par des visages qui... consciemment, peut-être je n'avais pas d'explication, mais ensuite, quand je regardais mes planches contact ou les images, tout d'un coup, ça me rappelait quelqu'un ou ça me rappelait un vécu, et c'est là que je me disais, inconsciemment, j'ai dû être attiré par cette situation ou par tel visage, parce que ça m'évoquait quelque chose de ma propre vie ou de ma propre histoire. J'ai beaucoup travaillé sur l'idée de la mémoire, l'identité, la mémoire, et plutôt même les défaillances de mémoire ou l'amnésie, et finalement sur les images manquantes. Et alors je vous dis ça après 50 ans, un peu de démarche et tout ça, mais ça m'a pris des années et des années avant de comprendre ce que je faisais en fait. Et là, c'est là aussi où l'inconscient entre en action, c'est-à-dire que j'ai compris que, encore une fois, c'est quand je fais des travaux personnels, ma démarche, mon approche photographique avait quelque chose de psychanalytique, en fait. Et donc, j'ai compris que j'étais à la recherche de mes images manquantes, des images manquantes de notre récit familial, des images manquantes de mes grands-parents, donc assassinés à Auschwitz, que je n'avais jamais vu, et qu'à un moment de cette recherche, ma tante, qui était une rescapée de Drancy, me montre chez elle, à Champigny. Elle va tout d'un coup chercher les trucs au-dessus d'une armoire, et elle me sort deux cadres sales avec son père et sa mère, donc mes grands-parents, que je prends en photo, qui me regardent. Et c'était la première fois, j'avais 30 ans, c'était la première fois que je les voyais. Mon père ne me les a jamais montrés, je pense qu'il ne les avait même plus, tellement il a voulu effacer ce passé-là. Voilà, mais aussi quand je travaillais sur les images manquantes des autres. J'ai beaucoup travaillé sur le Chili, par exemple, au Chili, après la dictature de Pinochet, sur la disparition des corps, et sur comment les familles utilisaient d'ailleurs souvent la photo de leurs disparus, les maires de la place de Mai. Et là, j'ai compris aussi l'importance de la photographie qui, quelquefois, peut servir un peu de substitut des corps ou des sépultures, parce que quand les corps ont disparu, il n'y a pas de sépulture et on ne se rend pas compte à quel point en fait c'est important. Même si on ne va pas au cimetière, elles sont là. Quand elles ne sont pas là, on ne peut pas faire le deuil. Et finalement, la photographie
aide des gens, des familles à faire ce deuil. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça aussi, sur le rapport entre la photographie et la disparition, et comment la photographie permet aussi évidemment de garder une trace de la mémoire, des choses qui disparaissent. Et puis il y a aussi une comparaison que j'aime bien un peu entre ces disparitions, parce que quand on était, surtout en argentique, on prenait une photo, la photo, elle avait déjà disparu. Elle avait disparu et on la retrouvait ensuite dans le révélateur, dans le bain du révélateur quand elle apparaissait. Hop, ça apparaissait. C'est une disparition et ensuite réapparition. Moi, j'aime bien cette analogie-là. Il y a 2 thèmes de prédilection et un peu obsessionnels qui m'ont mené, d'une part, dans ma propre identité, dans ma propre famille et dans les diasporas, donc c'est l'identité juive. Et puis l'autre sujet, c'est la Chine, où j'ai un peu exploré dans des allers-retours. J'en ai fait à peu près 30 d'ailleurs, allers-retours, sur 30 ans, de Chine. Donc où j'ai vu évoluer ce pays, cette culture. J'ai traversé aussi un peu les événements de Tiananmen, qui m'ont beaucoup marqué. Voilà, ça, ce sont mes 2 thèmes de prédilection et d'obsession, les Juifs, les Chinois. Et puis d'ailleurs, j'ai une photo qui résume les deux, que j'aime bien. Et en fait, c'est une photo d'un Juif et d'un Chinois à New York. J'ai travaillé aussi sur la mafia. Alors la Camorra, déjà, sur donc la mafia napolitaine en 1982, où là, j'étais un jeune photographe. Et j'avais besoin, je pense, de me confronter à la violence. Non pas parce que j'aime la violence, mais parce qu'en tant que photojournaliste, on est forcément confronté à la violence du monde, mais la violence des gens qu'on photographie. J'ai fait tout un reportage, à Naples, à travers 2 séjours. Et en fait, ça c'était en 82. Je m'étais lié d'amitié avec un jeune officier de la brigade anti-mafia de Naples, qui m'a invité chez lui. J'ai connu sa femme, sa jeune femme, ses 3 enfants en bas âge, etc. Grâce à lui, quand je suis revenu, j'ai passé 1 mois là-bas, j'ai pu vraiment rentrer dans le sujet et faire des photos assez incroyables, à l'époque qu'on n'avait jamais vues. Et c'est ce reportage qui m'a fait un peu connaître aussi. Quand je suis revenu de mon 2e séjour, toujours en 1982, j'ai appris qu'il avait été assassiné. Et des années se sont passées. Moi, je pense que j'ai aussi un peu occulté ça. Et puis, il y a 7-8 ans, aujourd'hui, là, il y a 7-8 ans, j'ai reçu un email d'un jeune napolitain qui était le petit-fils de mon ami, et qui m'écrit et qui me dit « grâce à vous, en fait, je suis devenu photographe ». Parce que j'avais donné, moi j'ai beaucoup donné de photos aux gens que j'avais photographiés et tout, je les avais envoyés, je les avais donnés. Et il avait eu ce récit de ce jeune photographe français qui était l'ami de son grand-père. Et donc, en fait, j'ai décidé, donc je suis revenu là-bas. C'était quand je suis retourné, il n'y a pas longtemps, c'était 36 ans quand même après ce reportage. Donc j'avais plus revu sa veuve, évidemment les enfants ils étaient petits. Et je suis retourné, j'ai fait un film qui s'appelle Un pezzo di papa, ça veut dire un morceau de papa. Un de ses fils, à mon ami, qui est devenu lui-même policier dans la même brigade anti-mafia que son père, on est devenu, à notre tour, on est devenus amis. Il nous avait invités, j'étais allé avec ma femme, un repas extraordinaire, tout ça. À la fin, j'ai demandé à tout le monde de débarrasser la table et j'ai montré des photos qu'ils n'avaient jamais vues. Et c'est ça, vous voyez, les images manquantes. Alors, il y a eu un silence qui s'est installé autour de la table, une émotion, mais lui, le flic
viril, machin, et tout, de la brigade antimafia, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. On ne pouvait plus le consoler, il ne pouvait plus s'arrêter. Et un de ses petits-enfants, en plus, il me regardait méchamment, ses enfants, en disant « Mais pourquoi il fait pleurer notre père ?» Il y a un des petits-enfants qui, quand il s'est calmé, Paride, il s'appelle, il lui a expliqué, tu vois, en fait, je pleure, mais aussi d'émotion, parce que quand j'ai vu Patrick, eh bien, en fait, j'ai eu l'impression de voir Un pezzo di papa, un morceau de mon père. C'est une très très belle histoire, et je pense que c'est un très beau film, parce que c'est à la fois sur la photographie, donc je montre les photos que j'ai faites à l'époque, je dis pourquoi aussi je ne pourrais plus les refaire aujourd'hui, pour plein de raisons. Pour des raisons d'autorisation, pour des raisons de droit à l'image, qui a totalement changé la donne. Et puis aussi parce que moi, je ne serais plus capable de les faire. Parce que je ne sais pas comment j'ai fait ces photos à l'époque. Mais bon, voilà, j'étais jeune, je voulais absolument avoir ces photos. Je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant. J'étais un peu inconscient dans un sens. Donc je ne pourrais plus les faire. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ce film. Pour faire aussi le bilan, c'est un peu aussi, ça pourrait répondre à votre question, comment savoir. Moi, j'ai beaucoup été attiré par les images qu'on peut faire avant l'action et de tension. Et à Naples, j'ai beaucoup travaillé sur des moments de tension, des fois avant l'action. Et dans la famille, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les silences, les non-dits, les tabous, et parce que je pense que la photographie est un médium particulièrement fort pour essayer d'exprimer les silences et les tabous et les non-dits, parce que justement, ils sont difficilement exprimables par les mots. Et la photo, elle est silencieuse. C'est à la fois ce que j'ai aimé dans la photo, c'est son silence, et en même temps, c'est sa limite. Et c'est pour ça que je suis passé souvent au cinéma, pour recueillir la parole des gens, notamment, et le mouvement aussi, le mouvement du temps, le mouvement de la caméra. Quand j'ai reçu le prix Niepce en 1989, c'était, à ce moment-là, en tout cas, c'était le prix le plus important que j'avais reçu, et parce que il couronnait déjà un petit parcours, vu que j'ai quand même commencé assez tôt, vu que j'ai commencé en 75, 76. Et j'avais déjà fait justement réaliser ce reportage, cette série sur Naples. J'avais bien commencé déjà mon enquête d'identité. Et j'avais aussi les images de la révolte des étudiants de Tiananmen, qui avait fait le tour du monde. Donc c'était le couronnement d'un premier parcours qui me récompensait. Et c'est un prix qui a compté, le prix Niepce, parce que je trouvais que les gens qui le faisaient à ce moment-là, et aujourd'hui c'est encore mieux, mais déjà à ce moment-là, je trouvais qu'ils étaient attentifs aux besoins qu'on pouvait avoir et à une espèce de promotion, en plus de l'aspect financier qui n'était pas anodin, quoi, à cette époque. Il y avait une exposition, c'était Delpire qui le faisait. Donc il y avait quand même un promontoire comme ça vers une notoriété un peu plus grande. Voilà. Et puis après, le prix Nadar que j'ai reçu, toujours des gens d'image, avec ce livre donc 30 ans de Chine, là, So Long China, avec les éditions de Xavier Barral, cet éditeur formidable.
Et donc, on a reçu le prix Nadar. Moi, ça m'a fait plaisir, évidemment, parce que c'est un livre que je tiens. Malheureusement, d'ailleurs, il s'est épuisé très vite. Mais voilà. Moi, en fait, je ne me définis pas comme un street photographer, un photographe de rue, d'images isolées. Dans la tradition, d'ailleurs, un peu de la photographie française, de Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis, tous ces photographes, Guy Le Quérec, tout ça que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont influencé, bien sûr. Mais moi, finalement, je me suis plus senti proche de la photographie américaine, qui était dans une démarche de ce qu'on a appelé les photo-essais, donc qui racontent des histoires. Et moi, j'aime plus qu'une image isolée. Alors, évidemment, comme je suis photographe et esthète, j'essaye d'avoir des images les plus parfaites et des fois d'arriver à des images iconiques. Mais ce n'est pas mon objectif premier. Mon objectif, moi, c'est d'accumuler des photos et de les enchaîner. Et qu'elles s'enchaînent dans une cohérence à la fois visuelle et de sens. Et que, à la fin, plutôt que d'avoir qu'une image formidable, etc., j'en ai plusieurs, des fois des bonnes, des fois des un peu moins bonnes, mais tout cet enchaînement raconte l'histoire du sujet que j'ai traité, mais aussi raconte un peu de moi-même. Et d'un sujet à l'autre, finalement, il y a souvent une cohérence. Pourquoi m'intéresser aux Juifs? Pourquoi m'intéresser aux Chinois? En fait, peut-être qu'il y a des points communs. Et puis, voilà, donc moi, je suis vraiment un narrateur, et c'est sans doute pour ça aussi que je suis passé au cinéma. Parce que quoi de mieux que le cinéma pour raconter des histoires, dans un sens. En tant que photographe, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé faire des livres parce que, d'une part, parce que c'est un livre, ça reste, et puis c'est un objet qu'on contrôle de A jusqu'à Z. Le format, enfin quand on travaille avec des bons éditeurs et avec des bons graphistes, moi j'ai toujours suivi et accompagné le livre de vraiment, y compris en écrivant moi-même. Donc c'est un objet, le livre, qui m'est précieux, qui est précieux à beaucoup de photographes auteurs, parce qu'on peut vraiment s'exprimer totalement. Et il y a cette notion aussi d'enchaînement, de narration et de passage d'une page à l'autre, qui n'est pas du tout la même que lorsqu'on fait une exposition, où là, c'est vrai qu'on est quand même plus sur des icônes. Le public regarde une photo, après il y a les autres, mais c'est quand même moins un enchaînement comme ça que dans un livre ou dans un film. Donc ce sont des marges différentes, mais autant l'exposition que le livre ou le film, pour moi, ça me permet vraiment de m'exprimer pleinement, quoi.